J'avais 12 ans lorsque j'ai compris pour la première fois que j'étais du mauvais genre pour hériter de l'héritage familial. C'était la journée des carrières à l'école, et j'avais fièrement annoncé à ma classe qu'un jour, je dirigerais Mitchell Manufacturing, tout comme mon père. Ce soir-là, j'ai surpris une conversation entre mes parents. Elle a un vrai sens des affaires, Richard, disait ma mère. Tu devrais voir comme elle s'illumine quand tu lui parles de l'entreprise. La réponse de mon père fut immédiate. Ça n'a aucune importance. L'entreprise revient à David. C'est la tradition. Les filles ne dirigent pas des entreprises de fabrication. Des années plus tard, je me tenais dans le bureau de mon frère, l'ancien bureau de notre père, et je le regardais signer les papiers qui allaient me licencier de l'entreprise à laquelle j'avais consacré ma vie. Rien de personnel, Emma, sourit David en me tendant les documents. Mais soyons honnêtes, tu n'es pas faite pour ça. Peut-être que tu devrais ouvrir une jolie petite boutique, quelque chose de plus féminin. Je gardais un visage impassible en signant, me rappelant chaque sacrifice que j'avais fait, mon MBA à Stanford, les innombrables nuits blanches, l'innovation dans la chaîne d'approvisionnement qui avait augmenté les bénéfices de 40% l'année dernière. Rien de tout cela ne comptait. J'avais les mauvais chromosomes. Vite ton bureau d'ici la fin de la journée, ajouta David, retournant déjà à son téléphone. Et Emma ? Papa avait raison. Les filles n'ont pas leur place dans l'industrie manufacturière. Je sortis la tête haute, passant devant des employés qui évitaient mon regard, devant les systèmes que j'avais mis en place et que David avait passé l'année dernière à démanteler au profit des idées bancales de ses amis de golf. Dans mon bureau, pour encore 1 heure, je rassemblais 15 ans de travail, photos, récompenses, plans d'affaires que papa n'avait jamais pris la peine de lire. Et au fond d'un tiroir, je trouvais quelque chose qui me fit sourire pour la première fois de la journée, une liste de tous les fournisseurs, sous-traitants et entreprises de logistique dont Mitchell Manufacturing dépendait, avec leur date de renouvellement de contrat. David ne s'était jamais soucié des relations que j'avais bâties, de la confiance que j'avais gagnée, des faveurs qu'on me devait. Une ombre apparut sur le seuil de ma porte, Marcus Chen, directeur de la logistique. Son expression me confirma qu'il savait exactement ce qui venait de se passer. Besoin d'aide pour ces cartons ? Je secouai la tête. Ça ira, Marcus. Mais tu te souviens de cette conversation qu'on a eue le mois dernier sur la création de notre propre entreprise de logistique ? Il hocha lentement la tête. Tu veux dire celle où tu as mentionné avoir assez de capital pour racheter 3 grands transporteurs ? J'ouvris un brouillon de mail que j'avais préparé des mois plus tôt, quand j'avais compris que ce jour arriverait. Que dirais-tu de devenir directeur des opérations de Summit Logistics Incorporated ? Lancé la semaine dernière. Entièrement financé. Prête à démarrer ses activités. Ses yeux s'écarquillèrent en parcourant le business plan. Emma, ça pourrait contrôler toute la chaîne d'approvisionnement régionale. Si tu décroches les bons contrats, ceux qui arrivent à expiration. Ceux dont David ignore même qu'ils expirent. Je vis l'éclair de compréhension traverser son regard. Tu planifies ça depuis des années. Je l'admis. Pourquoi se battre pour une place à leur table alors que je peux construire la mienne ? Dans les 2 heures qui suivirent, d'autres visiteurs se succédèrent. Sarah, de la comptabilité, écartée pour une promotion au profit d'un ami de David. James, des opérations, ignoré lorsqu'il avait signalé des problèmes de contrôle qualité. Un par un, ils acceptèrent les offres d'emploi de Summit Logistique. Quand la sécurité arriva pour m'escorter dehors, mon équipe était en place. Mon plan était en marche. David m'appela depuis son bureau. Au revoir, Emma. Certaines personnes ne sont tout simplement pas faites pour les affaires. Je souris, sachant que cela l'exaspérerait. Au revoir, David. Passe le bonjour à Hansen Shipping, tant que tu le peux encore. L'incompréhension sur son visage valait de l'or. Ce soir-là, j'étais assise dans mon bureau à domicile, entourée de ces idées de filles stupides qui allaient bientôt révolutionner la logistique régionale. Mon téléphone vibra, Jacques Hansen, PDG de Hansen Shipping, me confirmait notre réunion de lundi. Je jetai un œil à l'ancienne photo sur mon bureau, papa, debout fièrement à côté de David, une main sur l'épaule de son fils. Moi, légèrement en retrait, toujours tenu hors du cadre. Les filles ne dirigent pas des entreprises de fabrication, avait dit papa. Il avait raison. Je ne dirigerai pas une entreprise de fabrication. Je dirigerai toute la chaîne d'approvisionnement. Il ne pourrait pas survivre sans moi. Lundi matin arriva avec une avalanche de messages paniqués de David. Je les ignorais, me concentrant plutôt sur le contrat de Hansen Shipping étalé sur la table de conférence de mon nouveau bureau.
Emma, c'est brillant, dit Jack Hansen en parcourant notre proposition. Suivi en temps réel, optimisation des itinéraires, consolidation des voies d'expédition, cela pourrait réduire les coûts de 30%. La même proposition que j'ai soumise à Mitchell Manufacturing le trimestre dernier, répondis-je, avant qu'ils ne la rejettent sous prétexte que c'était trop compliqué. Tant pis pour eux, tant mieux pour nous. Jack signa d'un geste assuré. Summit Logistique est désormais notre partenaire régional exclusif. Comme par hasard, mon téléphone vibra à nouveau. Je décrochai. Qu'est-ce que tu as fait, bon sang? La voix de David était stridente. Hansen vient d'annuler notre contrat. Ah bon? Quelle malchance. J'ai entendu dire qu'ils avaient signé avec une nouvelle entreprise de logistique. Summit, quelque chose. Toi. C'est toi qui es derrière tout ça. Derrière quoi, David? Un meilleur modèle économique? Ce n'est pas ce que tu appelais le vrai business? La suite de son flot d'insultes fut interrompue lorsque je raccrochai. J'avais d'autres réunions à gérer. Dès mercredi, nous avions sécurisé 5 nouveaux contrats. Jeudi, nous avions acquis la plus grande entreprise d'entreposage de la région. Vendredi, nous annoncions notre nouveau système de gestion de la chaîne d'approvisionnement, celui-là même que David avait rejeté quelques mois plus tôt. L'action de Mitchell Manufacturing a chuté de 15% aujourd'hui, rapporta Marcus en me tendant mon café de l'après-midi. Les investisseurs paniquent face à l'instabilité de la chaîne d'approvisionnement. Attends la semaine prochaine, répondis-je. La phase 2 commence lundi. C'était d'une simplicité éclatante. Nous ne contrôlions plus seulement l'expédition, nous allions maintenant contrôler les matières premières. Les contrats que j'avais patiemment cultivés depuis des années arrivaient tous à expiration dans les semaines à venir. David ne l'avait jamais vu venir. Mais il allait bientôt le découvrir. Réunion d'urgence du conseil d'administration, annonça Sarah en consultant sa tablette. Mitchell Manufacturing est en crise. Perturbation sans précédent de la chaîne d'approvisionnement. Leurs mots, pas les miens. Je pouvais l'imaginer parfaitement, David arpentant le bureau qu'il m'avait volé, cherchant des excuses alors que les membres du conseil, furieux, exigeaient des réponses. Il blâmerait tout le monde sauf lui-même, sans jamais réaliser que son arrogance avait créé son pire cauchemar. Les semaines suivantes furent une véritable démonstration de stratégie implacable. Chaque fournisseur que Mitchell Manufacturing approchait, nous lui offrions une meilleure offre. Chaque itinéraire d'expédition qu'il tentait de sécuriser, nous en optimisions un concurrent. Pièce par pièce, l'empire qu'il prenait pour acquis s'effondrait. Puis enfin, l'appel que j'attendais. Emma, la voix de ma mère était hésitante. Nous devons parler. Je laissai le silence s'installer. À propos de l'entreprise. Laquelle, maman? Mitchell Manufacturing ou Summit Logistique? Parce qu'il n'y en a qu'une qui prospère. Un silence. Ton père, il n'a jamais voulu. Jamais voulu rejeter toutes mes idées? Confier l'entreprise à David uniquement parce qu'il était un homme? La laisser sombrer pendant qu'il ignorait chaque avertissement? Encore un silence. Puis, doucement. La réunion du conseil est demain. David, il va perdre son poste. Les actionnaires sont furieux. Je faillis rire. Ça ressemble à un problème de gestion du personnel. Rien à voir avec moi. Je t'en prie, Emma. C'est ton frère. C'était drôle. Il n'était pas mon frère lorsqu'il me licenciait et se moquait de mes idées. Je raccrochai. Sans regret. Sans hésitation. Mais ces paroles restèrent dans mon esprit. Pas parce que je me sentais obligée de sauver David. Mais parce que la réunion du conseil de demain ne marquerait pas seulement ma victoire, elle déterminerait si je me contentais de gagner, ou si je revendiquais une domination totale. Je pris mon téléphone. Jacques, tu te souviens du plan d'expansion dont on a parlé? Avance-le. On l'annonce demain matin à 9h. Le lendemain matin, je regardais la réunion du conseil d'administration de Mitchell Manufacturing via un lien vidéo, une formalité facile lorsqu'on contrôle toute l'infrastructure de communication d'une entreprise. David avait une mine affreuse. Son costume habituellement impeccable était froissé, ses cheveux en désordre. Il se tenait devant le conseil, bredouillant en essayant d'expliquer la chute de 40% de la valeur de Mitchell. Nous explorons des options alternatives pour la chaîne d'approvisionnement, bafouilla-t-il. Nous contactons de nouveaux partenaires. Il n'y a pas de nouveaux partenaires, l'interrompit un membre du conseil. Summit Logistique a verrouillé tout le réseau régional. Ils viennent d'annoncer une expansion à 200 millions de dollars.
Il faut se rendre à l'évidence, David, nous sommes finis. David tira sur son col. Peut-être qu'on pourrait contacter ce mythe. Essayer de négocier. Les portes de la salle du conseil s'ouvrirent. Oh, maintenant tu veux négocier? Toutes les têtes se tournèrent. Je fis mon entrée, mon badge de ce mythe logistique brillant à ma veste. Papa se leva à moitié de son siège. Emma, que fais-tu ici? Je souris. Je représente la seule entreprise dans cette pièce qui sait réellement comment gérer un business. Le visage de David s'assombrit. Tu as tout planifié. Tu nous as sabotés. Je secouai la tête. Non, David. J'ai construit quelque chose de mieux, quelque chose que tu aurais pu avoir si tu n'avais pas été convaincu que les filles n'ont pas leur place dans les affaires, point. Je présentai mon offre. Juste. Plus que juste, en réalité. Ce mythe absorberait tous les employés, préserverait le nom de Mitchell sur certaines gammes de produits, et assurerait la continuité de l'héritage de l'entreprise. Juste, sans David. Qui est pour? Demanda le président du conseil. Le vote fut unanime. Même papa, résigné, leva la main. David se leva d'un bond. Ce n'est pas juste. Papa, dis-leur. La voix de mon père était lourde. C'est fini, mon fils. Il se tourna vers moi. Emma, je me suis trompée. Surtout. Je soutins son regard sans ciller. Oui. Tu t'es trompée. Puis je me retournai pour partir. Mais je marquai une pause. Oh, et David? Je souris en coin. Ne te fatigue pas à vider ton bureau. J'ai fait le ménage ce matin. Essaie de ne pas trop le prendre mal. Certaines personnes ne sont tout simplement pas faites pour les affaires. Ses propres mots. Renvoyés en pleine face. La conclusion parfaite d'un plan préparé depuis 15 ans. Ce soir-là, j'étais assise dans mon vrai bureau, gagné grâce à mes compétences, et non à mes chromosomes. Encadré sur le mur, mon premier acte en tant que PDG, un certificat d'action de Mitchell Manufacturing. Sarah apparut à la porte. Ton père est là. Il avait l'air plus vieux que dans mes souvenirs. Plus petit, d'une certaine façon. L'entreprise que tu as fondée prospère, conclus-je. Et ce n'est certainement pas grâce à tes idées dépassées sur qui devrait la diriger. Il expira lentement. Je suis désolé. Je haussai un sourcil. Désolé de quoi? De ne pas avoir cru en moi? De m'avoir écarté? D'avoir donné l'entreprise à David sans la moindre hésitation? Chaque accusation tomba comme un poids. Pour tout, admit-il. Pour t'avoir sous-estimé. Pour avoir cru que le talent avait quelque chose à voir avec le genre. Je l'observai, cherchant une trace d'insincérité. Je n'en trouvai aucune. Eh bien, dis-je finalement. Au moins, tu apprends. Il hocha la tête. Oui. Puis, après une hésitation, c'est d'ailleurs la raison de ma venue. Je veux que tu rencontres quelqu'un. À côté de lui, une jeune femme en fauteuil roulant avança, une ingénieure aux yeux perçants et à l'intelligence silencieuse mais évidente. Emma, voici Jessica Chen, dit mon père. Un prodige de la fabrication, diplômé du MIT. Je me suis dit que tu devrais l'écouter. Je haussai un sourcil. Et pourquoi donc? Il rougit légèrement. Parce que quand j'ai vu ses propositions, j'ai compris quelque chose. Je me suis souvenu de toutes tes idées que je n'avais jamais prises le temps de lire. Et je ne voulais pas refaire la même erreur. Jessica semblait nerveuse mais déterminée. Monsieur Mitchell a dit que vous pourriez être intéressé par mes modèles d'intégration de l'IA pour optimiser la production. Je souris. Je le suis. Mais d'abord, parle-moi de toi. Pas de ton genre. Pas de ton handicap. Juste de ta vision pour l'avenir de l'industrie manufacturière. Ses yeux s'illuminèrent tandis qu'elle se lançait dans ses explications. Du coin de l'œil, j'aperçus mon père qui nous observait, tiraillé entre la fierté et le regret. Plus tard dans la soirée, ma mère passa à mon bureau. J'ai vu David aujourd'hui. Comment se passe son nouveau job en service client? Lancai-je avec un sourire en coin. Elle soupira. Il a été remis à sa place. Et il voulait que je te donne ceci. Elle me tendit une enveloppe. À l'intérieur, une lettre manuscrite. Astérisque astérisque Emma astérisque astérisque. J'ai passé des années à croire que je méritais le succès simplement à cause de qui j'étais. Tu as prouvé que le succès se mérite. Tu as construit quelque chose d'incroyable, et tu m'as battu à la loyale.
Je ne demanderai pas pardon, je ne le mérite pas. Mais je veux dire une chose. Je le vois maintenant. Je te vois maintenant. Je suis fière de toi. David. J'expirai lentement en repliant la lettre. Je n'avais pas besoin de sa fierté. Mais peut-être, juste peut-être, je l'appréciais. Souriante, je me tournai vers mon bureau. Il y avait encore du travail à faire. Cet empire ne se construirait pas tout seul. Et maintenant, tout le monde savait exactement entre quelles mains il appartenait. Je relus la lettre une seconde fois. Puis je pris mon téléphone. David. Sois dans mon bureau demain. 8h tapante. Apporte tes rapports sur le service client et toutes les idées concrètes que tu as recueillies en écoutant réellement nos clients. Le lendemain matin, il entra. Son arrogance de PDG sûr de lui avait disparu. À la place, quelque chose de plus discret. De plus humble. Assieds-toi, dis-je. Dis-moi ce que tu as appris. Pendant 1 heure, David exposa une analyse détaillée des plaintes des clients, des inefficacités de la chaîne d'approvisionnement et des solutions possibles. Il n'avait pas seulement fait le travail, il l'avait compris. Pas mal, dis-je quand il eut terminé. Que dirais-tu de prendre la tête de notre nouveau département d'expérience client? Ses yeux s'écarquillèrent. Tu me fais confiance pour ça? La confiance se mérite. Tout comme le leadership. Tout comme le respect. C'est ainsi que cette entreprise fonctionne désormais. Et c'est ainsi qu'elle prospéra. Au cours de l'année suivante, Mitchell Manufacturing devint une entreprise que ni mon père ni David n'auraient jamais imaginée. Les systèmes de production pilotés par l'IA de Jessica transformèrent notre efficacité. Les stratégies axées sur le client de David reconstruisirent notre réputation. Ce mythe logistique resta un géant du secteur, mais la vraie transformation se produisit dans la culture de l'entreprise. Entrez aujourd'hui dans n'importe quelle usine de Mitchell Manufacturing, et vous y verrez un leadership fondé sur le talent, non sur la tradition. Vous verrez Jessica encadrer une nouvelle génération d'ingénieurs. David travaillant à ses côtés, apprenant au lieu de dicter. Et mon père, à moitié retraité, mais observant toujours, partagé entre la fierté et le regret. Ton dernier article fait sensation, me dit un matin Marcus en lançant un magazine sur mon bureau. Sur la couverture, on me voyait debout sur le sol de l'usine. Astérisque astérisque la reine de la manufacture, comment Emma Mitchell a révolutionné une industrie en brisant les plafonds de verre astérisque astérisque. Marcus sourit. Le meilleur, c'est l'encadrer sur notre programme de mentorat. Le astérisque astérisque Mitchell futur leader programme astérisque astérisque mon projet de cœur. Il ouvrait des portes aux esprits brillants trop souvent ignorés à cause de leur genre, de leur handicap ou de leur origine. Comme Jessica, qui formait désormais de jeunes ingénieurs prometteurs. Mon père avait d'abord qualifié ça de « charité coûteuse ». Je me suis battue pour lui prouver le contraire, jusqu'à ce qu'il voie les innovations qui en résultaient. En parlant de ton père, ajouta Marcus en désignant la porte de mon bureau. Il était là, tenant un portfolio en cuir familier, le même qui avait autrefois contenu mes propositions d'affaires. Celles qu'il avait ignorées. J'ai retrouvé ça en vidant mon ancien bureau, dit-il doucement. Je les ai enfin lues. Elles étaient brillantes, Emma. Elles le sont toujours. Je suis désolée de ne pas l'avoir vu plus tôt. Je pris le portfolio, feuilletant les idées qui avaient bâti mon empire. Tu veux entendre ma dernière proposition, demandai-je. L'expansion du programme de mentorat à l'international. Il s'assit, les yeux emplis de quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Du respect. Raconte-moi tout. Alors je lui racontai. Parce que parfois, la meilleure revanche n'est pas de prouver à quelqu'un qu'il a tort. C'est de prouver que vous aviez raison. Encore. Et encore. Jusqu'à ce que même les préjugés les plus ancrés s'effondrent sous le poids d'un succès indéniable. David passe désormais à mon bureau tous les vendredis. Plus comme l'héritier prétentieux qu'il était, mais comme quelqu'un qui comprend enfin ce que signifie vraiment le leadership. Tu sais ce que j'ai réalisé, dit-il un après-midi. Quand papa disait que les femmes n'avaient pas leur place dans les affaires, il ne se trompait pas seulement sur toi. Il se trompait sur les affaires elles-mêmes. Ce n'est pas une question de genre ou de contrôle, conclus-je. C'est une question de vision. De construire quelque chose qui dure. De reconnaître le talent, où qu'il se trouve. Il hocha la tête. Merci de me l'avoir appris. Même si ta méthode était radicale. Je souris, repensant au jour où je lui avais pris son entreprise. Certaines leçons sont faites pour faire mal. Sur le mur de mon bureau,
Mes anciens papiers de licenciement sont toujours accrochés à côté de mes certificats d'action. Mais désormais, ils sont entourés de quelque chose d'encore plus important. Des photos de notre équipe dirigeante diversifiée. De nos mentorés. De l'avenir que nous bâtissons. Et sur l'une d'elles, David et moi, côte à côte sur le sol de l'usine. Non plus comme rivaux. Mais comme leaders. Parce que la plus grande victoire n'est pas seulement de prouver à quelqu'un qu'il a eu tort à votre sujet. C'est de l'aider à avoir raison sur tout le reste.